Aujourd'hui, on a un invité spécial. Ton prénom, c'est? Désolé, Anne-Marie. marqué Alex sur Zoom. Fait que je suis comme, qu'est-ce que c'est? Non, Anne-Marie, enchantée, enchantée. Tu nous as écrit, dans le fond, là, sur la page de Liberté 45. Puis tu voulais parler là, de finances et tout. Fait que moi et Simon, ben, ça me fait plaisir de jaser. Est-ce que, dans le fond, tu es autonome financièrement en ce moment ou c'est quoi un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené vraiment à découvrir ton intérêt pour les finances? ben, depuis tout jeune, mes parents, en fait, mon père m'a toujours encouragé à épargner, pas investir, épargner. Donc, à 24 ans, j'ai pu acheter ma première maison tout seul. Félicitations. Merci, merci. Donc, j'ai acheté ma première maison, puis là, ensuite, j'ai pu moins épargner. Puis, juste avant la COVID, je l'ai vendu. Ça m'a donné un bon magouille d'argent. Puis là, j'ai déménagé chez mon conjoint, en fait, chez les parents de mon conjoint avec lui, pour trouver un autre endroit où vivre temporairement. Là, ma soeur s'est séparée au même moment. Puis on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète un immeuble à revenu? On a acheté un immeuble à revenu, on a pris possession de ça il y a un an, donc un quadruplex. Okay. Puis là, on est plus autonome financièrement. Puis à travers comme plein de livres que j'ai lus, Pierre-Yves Wexwin, il y en a plusieurs dans ça, je me suis trouvée, dans le fond, je me suis dit, moi, je vais prendre ma retraite à 45 ans, puis on est en train de travailler sur ça. C'est quoi ton objectif financier? Est-ce que tu as réussi à le calculer un peu? Est-ce que c'est, tu sais, mettons, moi, personnellement, c'est 2,2 millions. Toi, est-ce que tu as un chiffre précis ou? Oui, 1,2 million. OK. On est trois là, dans le même appartement, donc c'est sûr que ça ne coûte pas beaucoup. Par mois, là, mes dépenses, si j'enlève l'hypothèque, là, c'est 1 000 $ par mois. Donc, on est très frugaux, moi et mon conjoint. Nice. Donc, ça nous permet de pouvoir... c'est ça nous coûte moins cher. Fait que j'ai épargne présentement là, 57% de mes revenus. Ah ouais, wow. C'est énorme. Ouais, ça, c'est solide. Qu'est-ce qui t'avait motivé à l'époque à vendre ta maison? Est-ce que c'était par peur que genre l'immobilier crash ou c'était vraiment juste une question de timing personnel? C'est un timing. Dans le fond, je gardais la même compagnie, je changeais d'emploi, je me rapprochais de ma famille, puis c'est juste une question de timing. Mais ça m'a permis de faire des choix différents. Après, je me dis, là, j'ai l'argent, j'ai la mise de fonds. Qu'est-ce qu'on fait d'intelligent avec ça pour que là, je puisse commencer à pas investir, là, mais vraiment épargner. L'invest. Pas épargner, mais investir. Donc là, c'est là qu'on a commencé à acheter en bourse. Puis, nice. Voilà. Comment tu as passé de 0 à 1 en bourse? Parce que moi et Simon, on a beaucoup de gens qui passent à faire le bootcamp. Puis, on accompagne là, vraiment. Hier, justement, j'avais un appel avec un des membres du bootcamp. Il fallait qu'on s'assise ensemble pour acheter ses actions, pour qu'elles soient assurées. Comment tu as fait pour développer ta confiance en bourse? Qu'est-ce que tu as fait? Je pense que j'ai pris le temps de lire des livres. J'ai écouté beaucoup de podcasts. Puis au début, là, quand j'étais jeune, j'épargnais. Puis mon père, j'avais toujours l'impression qu'il fallait tellement beaucoup d'argent pour commencer en bourse, là, 5 ou 10 000. Là, je ne peux pas faire ça. Je vais acheter ma maison. Ça ne fait pas de sens. Donc là, je n'allais pas en bourse. Puis c'est avec l'application de Wealthsimple, ça a tellement rendu ça simple pour moi en un clic, des versements automatiques. Je dis, waouh, c'est super facile. Donc, ça a commencé petit comme ça. Est-ce que tu utilises le robo-advisor de Wealthsimple, dans le fond? Je l'ai essayé au début. Dans le fond, ça a été mon premier achat. Puis ensuite, je me suis dit, ben là, je suis capable de le faire moi-même. On lit beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup de podcasts, mais les ETF, donc VFV, XEQT, VEQT, tout ça là. Est-ce que tu as appris en partie grâce à nous à acheter ces FNB-là? Ou... Vous, je vous ai connu cette année, donc non, mais c'est sûr que ça a renforcé le fait que je faisais des bons choix. Oui. Puis il y a une question que j'aimerais avoir ton opinion. Il n'y a pas nécessairement de vérité absolue, mais toi, quand tu viens chercher un FNB, qu'est-ce que tu regardes comme critère? Souvent, on dit, bon, pourquoi est-ce que tu irais à 100% dans VFV, qui est genre les 500 meilleures entreprises américaines? Pourquoi est-ce que tu irais 50-50 dans 2 FNB? Pourquoi est-ce que tu irais chercher plus d'FNB? C'est quoi un peu ta stratégie par rapport au FNB? Au début, ma stratégie, ce que j'ai lu, ce qu'on avait comme recommandé, c'est d'aller investir, exemple, Canada, un pourcentage, ensuite les États-Unis, un long pourcentage, ensuite les marchés émergents, un long pourcentage, puis je me souviens plus c'était quoi l'autre, on en avait 4. Okay. Là, je suis en train de faire ça, mais là, après, il fallait que moi, je recalibre le tout pour que ça devienne comme que les proportions se gardent au courant de l'année. Là, je trouvais ça un petit peu long et exigeant parce que là, j'ai des actions avec ma compagnie aussi. J'achète le CRDC avec Desjardins. J'achète aussi le FTQ. Donc, ça venait que finalement, j'avais plus de
de parts au Canada que je pensais avec les VLV. Ouais. Donc là, ensuite, avec ces XEQT et VEQT, un dans Montréal, un dans Montcellier, je ne me casse pas la tête avec ça. Oui, je vais avoir un petit peu plus de portions canadiennes à cause du CRDC puis du FTQ, mais c'est quelque chose que je suis complètement à l'aise. Ouais. Puis c'est pour ça que moi et Simon, on aime vraiment beaucoup Questrade. Là. Tu sais, Wealthsimple, c'est intéressant pour faire le premier pas. Mais après ça, c'est quand tu as une répartition des actifs ou des trucs comme ça plus précis. Tu sais, avec Questrade puis Passive, c'est comme un logiciel qui vient avec. Ça te permet, dans le fond, de tout acheter en un clic. Puis on travaille en ce moment sur un nouvel outil là, qui va s'appeler Scale, qui va permettre justement de faire ça de façon automatique sans avoir à cliquer sur un bouton. Mais c'est cool de savoir que, tu sais, toi qui n'as aucun background en finance, si je ne me trompe pas, est-ce que tu travailles dans le domaine des finances? Ou... Non, moi, j'ai commencé un bac en actuariat que je n'ai pas terminé. Donc, j'avais quand même une certaine... je savais un peu c'était quoi la finance, mais non, ensuite, j'ai continué en gestion. Nice. Sim, je me demandais, toi, Sim, qu'est-ce qui t'a motivé à investir en bourse? Genre, c'est quand la première fois que tu as acheté des actions ou un FNB? C'est en étant full endetté. C'est quand j'ai parlé à mon ami, justement, qui était banquier, planificateur financier. Puis, il m'avait parlé justement de. C'est lui vraiment qui m'aidait à sortir des dettes grâce justement au transfert de solde, qui m'avait expliqué que je peux avoir une carte de crédit pour 0, qui est un prêt dans le fond à 0%. Bref, on avait déjà parlé. Puis il m'a montré que lui, il investissait en bourse. Puis il m'avait dit, tu sais, lui, il était pour la BMO à l'époque. Puis il m'avait dit, tu sais, si tu veux investir en bourse, mais il dit, investis jamais avec ta banque. Là. Il dit, ils prennent des frais de fou. Il dit, moi, je fais ça tout seul. Puis c'est là que j'ai commencé. Et puis j'ai vraiment eu la piqûre. Pour moi, ça a été une révélation. Tu sais, des fois, il y a des choses comme ça que c'est comme des révélations. Ça a été pour moi, je fais comme waouh. Est-ce que tu te rappelles de ton premier achat? Oh, bah oui. Ah oui. Beyond Meat. C'est la première action que tu as acheté en bourse? Non, j'ai acheté de l'or et de l'argent. Parce qu'on m'avait dit achète de l'or et de l'argent. Donc j'ai commencé avec ça. Puis quand ça a baissé, j'ai capoté. J'ai dit, ah my God, ça baisse, j'ai tout vendu à perte. On l'a tous fait là, on peut pas me juger. On peut pas me juger, tout le monde l'a fait. Même chose pour moi. Les premières choses que j'ai achetées, c'est ça, je pense que j'avais 17 ou 18, puis c'était genre du Bitcoin, genre. Ouais, non, mais tu sais, c'est vrai. Mais pour revenir un peu à ton parcours, là, fait que maintenant, est-ce que comment tu vas faire pour atteindre ton 1,1 million? Est-ce que tu as un plan ou quelque chose que tu souhaites suivre pour les prochaines années? Oui, je me suis fait un document Excel avec tous mes revenus, mes hausses de salaire, mes dépenses avec le haut de l'inflation, puis mes actifs, combien ils vont se rendre en moyenne. Puis ça m'a donné environ 46 ans. Ça a économisé environ 32 000 par année. Ça va quand même vite. Ouais. Donc, non, vraiment, c'est réaliste. fascinant. Puis, tu as commencé à quel âge à investir en bourse? J'achète des actions de ma compagnie, bien, pas de ma compagnie, mais de ce que je travaille. En 2015, j'ai commencé, mais c'est seulement ça. Sinon, ça fait juste 2 ans que je commence à acheter une grosse activement. entreprise cotée en bourse, non? Oui, une multinationale, effectivement. OK, c'est... Costco. OK, nice. Ouais, c'est tellement une bonne compagnie. Là. Genre, c'est fascinant. Leur modèle d'affaires, c'est brillant quand même. Incroyable. J'ai acheté leurs actions, ils étaient à 165 $. Maintenant, je crois qu'ils sont rendus comme à 500. Wow. 500 quelques. Peut-être genre x5 avec cet investissement-là? Oui, tout à fait. Puis est-ce que tu as des, tu sais, comment je pourrais dire ça, que eux ils te donnent, tu sais, comme moi je travaillais chez Randstad, grosse compagnie publique, puis mettons si je mettais 5% 4% de mon salaire, que j'achetais des actions avec, eux ils mettaient, ah ben non, c'est pas vrai. Les premières actions que j'ai achetées, c'était Randstad, parce que je travaillais là-bas en 2014, puis c'est là que j'ai été initié à la bourse, mais que je l'ai fait tout seul, c'était plus tard, mais vraiment initié à la bourse, c'est ça. Moi j'achetais mais je mettais 5% de mon salaire, et eux, ils mettaient aussi la même chose en achat d'actions. Donc, tu sais, c'était quasiment sûr de gagner. Genre, j'ai fait une belle passe de cash avec ça. Est-ce que c'est... Non, c'est pas mon cas. Toi, c'est pas ça que Costco, ils te donnent pas. T'as pas un genre de rabais sur l'achat d'actions, pas du tout? Non, le seul avantage qu'on a, c'est qu'on met une portion. Donc, moi, je peux mettre exemple, c'est comme ça que j'ai commencé. Je mettais 10 $ par paye. Donc, je fais une action de 165, mais sur 2015, on est rendu en 2022. Sur plusieurs années, ça fait quand même une différence, 10 $ par paye ou 100 $ par paye, dépendamment. Ouais. C'est fou quand même, un si petit montant, c'est quand même fou, là, genre x5, puis au bout du compte, tu te rends compte qu'après 5 ans, ben, ça fait un montant qui est considérable. Là, Tout à fait. Je regarde mon compte, j'ai plus d'argent
non enregistré que dans mon CELI Montréal. Ça n'a pas de sens, là. À cause Ouais. de tes achats d'actions. Oui, à cause de la valeur des actions, exactement. Malade. Puis pourquoi est-ce que tu as commencé? Parce que moi et Simon, tu sais, on dit souvent que c'est intéressant d'acheter des produits ou des actions de compagnies que tu consommes ou que tu utilises. Qu'est-ce qui t'avait convaincu en 2015 à commencer à acheter des actions de Costco? Je me suis dit, c'est la seule façon que je peux acheter des actions, je n'ai pas beaucoup de sous, donc allons-y. Je pensais vraiment que c'était ça. Ouais. Sinon, avant, je faisais affaire avec un conseiller financier quand tu es plus jeune, que tu mets de l'argent de côté dans des fonds communs de placement, dans des CELI qui sont, exemple, juste finalement des comptes épargne que tu ne connais pas trop. Fait que quand Ouais. j'ai tout. Mais je ne comprends pas, dans le fond, Costco te permet de faire, ou n'importe quelle entreprise, des achats d'actions fractionnés, étant donné que tu es employé, dans le fond. Mais c'est sur quelle plateforme de courtage que tu fais ça avec eux? C'est comme un genre d'entente spéciale que tu as avec ton employeur? Oui, exactement. C'est automatiquement sur notre paye. OK. Ah ouais, je ne savais pas. C'est quand même cool parce que j'ai l'impression que c'est ça, Sim, on n'en parle pas souvent, mais si tu travailles pour une multinationale ou une grosse entreprise, là, genre, j'ai l'impression qu'il y a tellement de potentiel de juste racheter des actions. Mais c'est même pas ça. Outre les actions, c'est un de mes collègues qui s'appelait Yannick à l'époque chez Randstad qui m'avait dit, il s'était arrêté, puis on travaillait en finance, là, on faisait ça, donc c'était en finance et comptabilité. Puis il s'était arrêté, puis il avait calculé tous les avantages qu'il pouvait nous offrir. Admettons le gym, tu sais, X nombre de dollars par année pour le gym, le cellulaire, on avait des forfaits spéciaux si tu prenais avec, je pense, c'était la Banque Royale, on avait l'achat d'actions, on avait les RR à contribution partagée, puis ça représentait des milliers de dollars, là, vraiment. Puis plus tu avais un meilleur salaire, tu sais, je veux dire, tu fais 50 000, tu as 5%, mais quand tu en fais 100 000, tu as 5%, puis qu'eux aussi mettent ça, c'est fou, là. Et il avait calculé ça, puis on n'en profite pas assez. Puis, tu sais, on le disait la fois passée, Hubert et moi, sur l'épisode du REE, je pense, où on disait qu'on chiale tout le temps sur le gouvernement ou sur les compagnies, ah, tu sais, les patrons se mettent riches, etc., sur le dos des employés. Mais des fois, on ne saisit pas ces opportunités-là qui, comme tu le disais, Anne-Marie, les opportunités que notre employeur nous donne. Tu sais, je veux dire, moi, présentement, mon employeur me donne 2,5% de FTQ. Donc, si je mets 2,5, je mets 2,5. Et moi, dans ma tête, c'est un no-brainer. Je veux dire, il me donne 2,5%. Moi, je mets 2,5. En plus, c'est dans un REER FTQ, j'ai le crédit d'impôt du gouvernement, etc. Ben, moi, dans ma tête, tout le monde allait les prendre dans la compagnie. Ben, il y en a plein qui ne l'ont pas pris. Ouais. Il y en a la moitié qui ne l'ont pas pris. Même mon patron, c'est un MBA, là, c'est un gars qui a quand même des bonnes études, etc. Il fait toute la comptabilité en plus. Puis il me le disait, il dit, je ne comprends pas que les employés ne l'aient pas pris alors qu'on leur a vraiment expliqué les tenants et les aboutissants. Tu sais que tu fais de l'argent, là, peu importe, mais ils ont besoin de ce 2,5-là, ils ne veulent pas se le faire enlever. Non, non, moi, je ne veux pas me faire enlever 2,5% de ma paye, mais tu es comme, oh, mais je t'en donne 2,5, puis tu as un retour d'impôt, tu as un gros crédit d'impôt. Ah non, 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 non. Donc, Ouais, c'est les gens, fou. ils n'en profitent pas, tu sais, puis tant pis, je veux dire. Non, non, c'est fascinant. Je me demandais, Anne-Marie, au niveau de tes revenus, fait que là, tu travailles et tout, tu épargnes, est-ce que tu as exploré un peu l'avenue des side hustles ou simplement dit des revenus supplémentaires par les week-ends? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà contemplé? Ou... En fait, ça, c'est grâce à vous. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? En fait, c'est la première fois qu'on faisait les impôts cette année avec un immeuble à revenus. Puis là, tu te rends compte de tous les bénéfices. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire de plus pour aller peut-être réduire ma crédit fiscal? Donc, puis je suis super bonne en maths, donc je me suis dit, j'allais donner du tutorat. Fait que ça me permet de pouvoir déduire mes dépenses de travailleur autonome à faire du tutorat en ligne. Donc, c'est une façon de faire ça. C'est sûr que c'est peut-être moins lucratif qu'un one-time deal à 2 000 $, mais j'aime bien ça. Fait que ça va être un avantage que je vais... C'est vraiment une bonne idée du tutorat en plus. C'est vrai, tu as un background en actuariat, en maths. Ouais. C'est du génie, là. Tu sais, juste ça. Mais comment ça marche? Je trouve ça intéressant, la déduction. Tu veux dire qu'étant donné que tu as un immeuble à revenus, c'est relié entre ça et ça? Ou... Non, c'est pas relié. C'est que je me suis dit, l'immeuble à revenus me donne des dépenses sur les immeubles à revenus, mais je vais pouvoir faire la même chose. Exemple, un 10% de où est-ce que je travaille, je vais pouvoir le déclarer. Je vais pouvoir déclarer une partie de mon cellulaire, je vais pouvoir déclarer une partie de mon Internet, une partie de mon hypothèque aussi, une Est-ce que partie vous êtes de incorporé? chauffage. Non, c'est travailleur autonome. Travailleur autonome, ok. Oui, et puis ça, souvent, puis est-ce qu'on peut aller un peu plus en détail dans le sens que, moi, j'imagine que tu ne te rappelles pas des chiffres par cœur, mais comment ça fonctionne en gros là, pour les gens qui nous écoutent pour la maison? Tu sais, si tu as un immeuble à revenu ou tu commences à avoir un revenu de travailleur autonome, c'est quoi en gros là, les déductions que tu peux avoir? Je sais que tu les as nommées, j'en connais quelques-unes, mais dans le fond, c'est quoi? C'est le loyer, ton téléphone, tout ce qui pourrait te servir à techniquement faire ton travail de travail. Exactement. Donc,
hypothèque ou loyer, chauffage Hydro-Québec. On a ensuite le téléphone cellulaire, il y a Internet. Si j'ai besoin de m'acheter des outils, pas des outils, là, mais du matériel, ça aussi, ça pourrait être déclaré. Non, c'est ça, c'est vraiment intéressant, surtout. En plus, le mobilier aussi, fait que tout ce qui est fourniture. Ouais, je pense que c'est souvent. Bon, oui, c'est un peu plus compliqué, entre guillemets, dans le sens que ton rapport d'impôt, il faut que tu fasses un rapport d'impôt aussi de travailleur autonome. Tu sais. Fait que, il y a ça aussi qui est à considérer, mais en soi, j'ai l'impression que le retour sur investissement est tellement plus grand que ça vaut tellement la peine. Le tutorat, ouais, c'est cool. Comment tu fais pour trouver des clients? En fait, je suis avec une plateforme Succès scolaire. Ça va faire, si je ne me trompe pas, 25 ans que c'est déjà actif. Donc, moi, je suis avec eux ils me payent comme travailleur autonome une fois par 2 semaines. C'est donc maintenant, OK. Fait que tu vas, dans le fond, sur une plateforme qui a déjà des clients, right? Exactement. Ça, c'est cool. Il y avait un truc que j'avais quand j'allais à l'école, je te dis, ça s'appelait AlloProf. Oui, j'utilise ça souvent. Mais ça, dans le fond, est-ce que c'est le même business model? Dans le fond, ils engagent des travailleurs autonomes Je ne pourrais pas dire. Genre? Okay. Je ne pourrais pas dire. Parce que ça, je trouve ça quand même brillant. Tu sais, Sim, la femme à Sim fait ça. Moi aussi, c'est un service que j'utilise. C'est les Facebook Marketplace. Tu sais, vraiment une plateforme où il y a déjà de la clientèle, puis d'offrir un service sur cette base-là. Tu sais, on a commencé la location de trottinettes électriques. Ouais. C'est là-dessus que j'ai trouvé des machines distributrices. Je ne sais pas. C'est super toxique comme environnement, genre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, genre, puis les gens comme aiment ça, on dirait, perdre leur temps sur Facebook Marketplace, à juste comme m'écrire, mais ne pas acheter. Je suis comme, est-ce que tu veux louer la trottinette électrique ou pas? Ou, mettons, tu marques trottinette électrique à louer, puis là, la personne écrit, ah, excuse-moi, je pensais que c'était à vendre. Mais il est marqué à louer dans le titre. Genre. Ah, les gens ne lisent pas. Non. C'est à louer 40 $ par jour. Puis là, la première question qu'il me dit, c'est ça va coûter combien? Mais c'est marqué, genre, c'est juste en dessous. C'est 40 $. Je suis comme, pourquoi tu m'écris, genre? En tout cas, ça me fait tellement capoter, genre, Facebook Marketplace. Mais malgré ça, c'est malade parce que c'est une opportunité d'avoir des clients gratuitement. Ah oui. Souvent, c'est vraiment négligé. Puis, ton immeuble à revenus, comment est-ce que tu comptes racheter, dans le fond, d'autres portes ou comment tu vois cet investissement-là avec tes revenus actuels et ton épargne? Oui, tout à fait. Là, c'est un quadruplex, donc on a dû mettre 20 %. On est 3. On a dû mettre 20 %. Donc là, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir accumulé un autre 20 % pour en acheter un autre. Est-ce que, dans le fond, les revenus que vous générez, est-ce que ça vous génère un cash flow positif en ce moment? Ou? Non. OK. Ça nous coûte chacun, dans le fond, il nous manque 750 $ pour payer complètement notre hypothèque par mois pour y arriver. On l'a acheté en temps de COVID, on l'a acheté il y a 1 an, un petit peu moins qu'1 million. C'est le meilleur deal qu'on a trouvé en 2 ans de recherche. Là, tu habites là aussi avec, dans le fond, l'autre personne que tu as acheté? Oui, ben, c'est moi, mon conjoint, ma soeur. On a décidé d'habiter dans le même 6,5, donc on loue les 3 autres. C'est ça qui fait que ça devient déjà plus rentable. Ouais, c'est ça, OK. Ah, c'est cool, c'est des 6,5. OK. 6,5, 2, 4,5, 1, 3,5. OK. Ah, c'est cool. C'est vraiment intéressant pour vrai. Je commence à m'intéresser de plus en plus à l'immobilier. C'est ça, j'ai vendu le triplex dans l'épisode précédent à mes parents. C'est fou quand même à quel point le marché est encore tellement chaud. En ce moment, on est au mois de juin 2022. C'est fou à quel point l'ardeur des clients, genre des acheteurs ou des vendeurs est encore présente malgré comme la récession. C'est fascinant. Est-ce que tu regardes activement des deals? Ou, Pas activement, non. OK. Parce que dans les maisons, nous, ça a baissé pas mal. Là. Ah ouais? Ouais, on checkait pour une maison. Puis, comme là, il y en a une à vendre en face de chez nous. D'habitude, ça se vend comme des petits pains chauds dans la même rue. Puis là, ça fait 2 baisses de prix qui font dessus. Ah ouais? Ouais. Puis, ma blonde, elle regarde à chaque jour là, sur Centris ce qui sort. Puis elle dit qu'il y en a de moins en moins. Puis là, on commence à voir des maisons sur Marketplace. Ah ouais, Alors, avant, ils les mettaient pas sur Marketplace là, parce que il y avait déjà trop de surenchères. Donc là, avec la Fed hier ou avant-hier ont augmenté leur taux de 0,75. Donc là, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se donner par rapport à ça. Ouais, Anne-Marie, comment tu vis, toi, la récession actuelle?
Je dépense déjà pas beaucoup, donc ça n'a pas d'impact, je te dirais. Le seul avantage, c'est que là, je peux acheter pour moins cher en bourse, pour de vrai. C'est le bon mindset, c'est ce qu'on veut. Ouais, vraiment. Puis en tant Ça que... t'inquiète pas? Ouais. Ah non, si toute l'économie tombe à zéro, je ne serai pas la seule. Toutes les entreprises, eux, investissent en bourse, donc tout va tomber de toute façon, ce qui est impossible. C'est ça. Les gouvernements ne vont pas laisser faire ça, c'est impossible. Ça Fait va que tu le vis monter. assez bien en tant qu'investisseuse. Est-ce que ça te stresse pas pantoute, genre? C'est juste... Aucunement, aucunement. Non, moi non plus, j'ai pas. Il y en a beaucoup d'ailleurs avec qui je parle que ça les stresse aucunement. Tu sais, ce matin, ouais, ce matin, ma sœur, elle est venue, puis tu sais, elle me le disait, tu sais, c'est correct, on était dû, là. Tu sais, ça fait un bout, ça fait un an que tout le monde le dit, puis tu sais, la COVID, ça n'a pas été duré assez longtemps, ça n'a pas été déjà une récession en partant. Euh, donc, on était dû, là, tu sais, je pense que ça fait partie du jeu. Puis, Ouais. Et j'ai l'impression que c'est ça, tu sais, tout le monde dit qu'il va y avoir une récession. Fait que j'ai l'impression aussi que ça va être moins vite un peu, tu sais, dans le sens que ça va être plus rapide à se remettre en état parce que j'ai l'impression que le message passe de plus en plus rapidement. Tu sais. Si tout le monde se dit qu'on est en récession, là, ben, les gens dépensent moins. Là. ben, c'est ça. C'est Tu sais, ça. il y a Maintenant, moins avec de les gens qui se réseaux déplacent. sociaux, tu sais, Ouais. réseaux sociaux, justement, les journaux, maintenant, tu sais, avant, tu attendais le journal à ta porte, maintenant, tout est là, la télé, tu sais, tout, partout, tu as, de l'information tout le temps, tu as des chaînes d'information en continu, ce que tu n'avais pas avant. Donc, Ouais. oui, donc, tu as cette crainte-là, tu sais, c'est comme avec la COVID. Je reviendrai pas là-dessus parce que je pense que c'est pas mal fini, mais tu sais, c'était ça aussi, c'est qu'avant, on savait tout de suite, tu savais ce qui se passait en Chine, en Europe, avant même que ce soit arrivé. Les gens étaient déjà en panique alors qu'on l'avait pas encore vécu, que c'était pas encore arrivé chez nous. Mais c'est ça aussi que ça fait le transfert Ouais. d'informations qui va extrêmement rapidement. Non, Mais c'est comme intéressant. J'ai l'impression que tu sais, la surexposition aux médias, tu sais, un des avantages que ça a, ben, c'est que ça génère vraiment plus comme de capital. Genre, tu sais, on dirait que c'est plus facile que les liquidités du marché genre, se transportent parce que c'est ça, tu sais, si tout le monde est averti, ça fait un effet domino. Puis le plus vite les gens se serrent la ceinture et arrêtent de dépenser, le plus vite comme l'économie va genre se rétablir. Ouais. Fait que, ouais. mais j'ai hâte de voir, tu sais, comme ils ont augmenté de 0,75 %. Fait que là, on est rendu à. Le taux d'intérêt en ce moment, il est à quoi? Ça veut dire qu'il est rendu à 5, 6, genre, officiellement? Non. Non, il doit être rendu à genre 4. Ouais, c'est ça. Non, même moins que ça, même moins que ça. Non, non, c'est genre. Attends, je pense que je l'ai proche. Premier qui le trouve. 3,8. 3 points. Non, attends. Là, il est genre à 2 points. 2,8. En tout cas, on va checker, on le mettra dans les liens de l'épisode. Tant que je Ouais. le trouve. Puis, bon, l'inflation est genre quoi, à 15 genre? L'inflation, ça n'a pas de sens. Ça, ce matin, je suis encore allé acheter une coupe de trucs à l'épicerie, puis je capotais. Vraiment, tu sais, tu vois l'augmentation des prix qui. Tu sais, avant, c'était quelques sous, tu t'en rendais pas compte. Là, c'est vraiment un coût de 1 et 2 dollars pour des petites choses. Tu sais, une boîte de céréales, c'est genre 2 pièces de plus. C'est vraiment beaucoup, là. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Est-ce que si tu vois des différences à ton gym, est-ce que genre, les gens s'abonnent moins? Genre, parce que j'ai l'impression qu'aussi, tu sais, euh, on va voir souvent, mettons, tu sais, les gens ils dépensent beaucoup en termes de crédit, puis là, il y a moins de cartes de crédit qui passent. Et genre, il y a moins de gens qui vont s'abonner, etc. Tu sais, les petites entreprises aussi là, vont être affectées quand même. Toi, est-ce qu'en ce moment, tu vois une différence ou pas vraiment? Vous êtes encore très jeune? Non, tu sais, on vient de le partir, on est parti ça le 2 mai, donc j'ai pas encore de tendance. Là, ce que je vois, c'est plus au travail. Vu que je travaille dans une agence de recrutement, je vois que les gens sont de plus en plus assidus et que les gens, là, ils sont plus comme, hey, je cherche quelque chose, là, je peux tu as-tu des Ouais. chiffres pour moi, que voilà quelques mois, ils se présentaient pas, puis c'était un peu la folie. Là, je commence à sentir un peu plus la crainte de se dire, eh merde, parce que le marché de l'emploi va devoir changer aussi, de toute façon, ça va avec, là. Tu sais, s'il Mais y a un ça, ralentissement, s'il y a un ralentissement merde, je trouve pas le mot là, mais de consommation, on va dire ça comme ça, automatiquement, les entreprises vont produire moins. Si tu produis moins, tu fermes des cars. Si tu fermes des cars, tu renvoies ton monde chez eux. Tu sais, tu fermes un quart de nuit, bah, tu as le monde de nuit qui repart chez eux. Donc, ouais, tout va changer et ça doit changer. Ça doit changer. La balance, elle est beaucoup trop inversée présentement. Donc, oui, ça doit changer. ouais, en faveur de l'employé, c'est ça. Parce qu'il y avait comme énormément d'opportunités d'emploi, puis là, comme les employeurs étaient genre
on essaie d'être super comme conciliant, mais là, finalement, c'est comme le renversement du balancier, puis là, Ouais. les gens vont comme travailler. Tu sais, je veux pas faire je veux pas faire aller faire mon gars de droite, etc. Tu sais, on parle très peu de politique sur le podcast, et T'es tant un mieux. conservateur, quoi? Non, pas forcément, mais j'ai un salaire de droite avec des idées de gauche, on va dire ça comme ça. Je- non, je plaisante, mais dans le sens que je trouve que, non, c'est pas que toi que je parlais de ça, on parlait de l'OPC, l'Office de la protection du consommateur, Ouais. tout ce qui est de ce côté-là, puis Anne-Marie pourra aussi nous le dire, j'ai l'impression que tout ce qui est régie du logement, CNESST, OPC, etc., sont toutes du côté des autres, donc on va dire des employés, des locataires, des clients, mais que pour nous, en tant que patron, en tant qu'employeur, en tant que propriétaire, tu sais, c'est comme de dire, ah, les propriétaires sont tous riches. C'est pas vrai. Tous les propriétaires de business ou de blocs appartements ne sont pas forcément riches, là. Non, Tu sais, je veux non. dire, Anne-Marie nous le dit, ils perdent de l'argent. Ouais. Présentement, pour l'instant, ils perdent de l'argent. Est-ce que tu as acheté ton bloc un petit peu moins d'1 million? Tu as pris un risque quand même. Même si c'est un risque calculé, c'est un risque que tu as pris. Toi aussi, Hubert, avec la business, tu sais, mettons, là, c'est pas encore arrivé. Nous, avec le gym, c'est pareil, on a pris un risque, on n'a pas Ouais. fait de prêt, mais on a tous investi de l'argent qu'on aurait pu mettre ailleurs. Et cette impression-là, elle est véridique, c'est que on dirait qu'on est considéré comme chanceux. Ah oui, mais il n'y a pas trop de compagnie. Ouais, mais toutes les heures que j'ai fait, tu sais, le risque que j'ai pris, c'est pas toi qui l'as pris. Ouais. Toi, tu finis ton travail à 4h30, tu rentres chez toi, ça se finit. Moi, non, là. C'est jamais arrivé. That's it. Donc, C'est, c'est plus ouais. ça que je trouve je veux qu'il y ait une balance qui se redonne. Je sais qu'il y a des patrons qui sont très intenses puis qui profitent des autres, mais ils ne sont pas tous comme ça, là. Mhm. Non, c'est vrai. Puis, tu sais, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Anne-Marie, mais c'est la même chose aussi pour le simple investissement en bourse. Là. Tu sais, on a dit, bon, ça ne stresse pas personne, mais tu sais, ça risque que quand tu vois ton portefeuille fondre de 20 à 40 à 60 veux pas, tu sais, tu as le côté rationnel de ton cerveau qui va dire, statistiquement parlant, depuis les 12 dernières récessions, ça dure en moyenne 13 mois, puis on le sait que le S&P 500 finit à plus 4 à la fin de la récession. Mais le côté émotionnel est genre, oh my God, je suis à moins 40 imagine que ça ne remonte jamais, j'ai Mm. tellement travaillé fort pour gagner ça, là, je suis en train de tout perdre. Qu'est-ce que je fais? Genre, c'est quoi un peu ton processus de réflexion, Anne-Marie? J'imagine que tu es quelqu'un d'un peu plus analytique, tu as un background en maths, mais genre, comment tu fais pour résister à genre la tentation de vendre? Est-ce que tu vas juste pas trop regarder de nouvelles ou tu vas juste comme relire les éditions de Liberté 45 ou c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? En fait, j'ai jamais vendu une action à date. Je sais même pas c'est quoi le feeling. Même pas comment faire, genre, tu sais pas comment Non, je sais même pas ça ressemble à quoi quand tu vends une action, plus voilà dans ton compte de banque. Je l'ai pas fait, fait que je peux pas te le dire. Mais je parlais avec une de mes collègues justement cette semaine, puis elle a dit hey, mon fonds de pension, là, je viens de perdre 35 000 Ouais. J'ai rien perdu, là. C'est pas une perte réelle en argent. Tu le sors même pas tout de suite, ton fonds de pension. Ouais. Donc, les personnes ils pensent pas ça exactement de la bonne façon, là, l'investissement. Là, puis, ouais. C'est quoi la bonne façon? Ben, c'est que l'argent, si tu en as besoin tout de suite, oui, effectivement, tu vas être obligé de vendre, puis tu vas perdre cet argent-là. Mais si sur du long terme, c'est pas une perte. C'est pas une perte. Non, Tu peux pas prédire ça va être à combien. Hmm. non. Puis, tu sais, on verra aussi, tu sais, on est jeunes, là, je sais pas t'as quel âge, Anne-Marie, mais en tout cas, on a l'air d'avoir un peu tous dans la même tranche d'âge. Euh, on va en vivre d'autres, là, des récessions, hein. À toutes les 10 ans, quoi? C'est 10-12 ans à peu près. Une correction, c'est 1 an et demi à 3 ans. Une correction, c'est 10%. Il y en a Mhm. une en 2020 et plus, il y en a une en 2018. Donc, ça fait partie du jeu, là. Si tu n'es pas prêt à embrace ça, arrête tout de suite, là. Ouais. Après, c'est quoi? Surtout, Tu vas mettre tout ton argent? mais c'est ça qui arrive, tu sais, tu veux tenir de l'argent, mais tu sais, mettons, si tu possèdes, j'ai l'impression que tu n'as juste pas le choix d'investir en bourse. Tu sais, c'est comme sinon tu as de l'argent en cash, mais là, tu es à moins 15 par année de toute façon, genre, parce qu'à C'est cause ça. de l'inflation, Ouais. right? Fait que c'est comme si tu étais la chute de Montmorency. Anyways, tu sais que tu recules genre de 1 mètre par année avec l'érosion, genre des roches comme en dessous de la chute. Fait que la chose à faire, c'est comme d'essayer de voir un peu ton potentiel upside. Là. Ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, soit tu laisses ton argent cash dans ton compte en banque, tu es à moins 15 par année, avec aucune chance d'avoir un upside, genre.
Ouais. right? Parce que tu vas juste avoir du cash. Tandis que de l'autre côté, tu peux faire du moins 15, moins 20, moins 30, mais tu peux faire du 15, 20, 30 d'intérêt composé par année. Genre. J'ai l'impression que c'est ça qu'on ne prend pas en considération. C'est genre le fait que statistiquement parlant, tu en fais 10 par année. Puis en plus de ça, le upside à long terme est genre phénoménal. Là. C'est genre. Je trouve juste ça fascinant, les gens qui me disent ah, j'investis pas encore. Genre. Puis je vois genre VFV qui est comme à moins 21% depuis le début de l'année. Je suis comme maintenant ou jamais. Moi, tu sais, ce qui Que me ça gosse va le encore plus bas. plus, C'est quoi? c'est les gens qui disent ah, mais c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. La Ça chute se n'est pas peut. finie. Ça se peut, mais tu vas attendre quoi? Hmm. Tu sais, c'est vrai que c'est pas fini, mais c'est quoi? Tu gardes ton argent, puis ton argent, il perd de la valeur, parce que présentement, il perd de la valeur. Donc, tu sais, ça se peut. Bah oui, mais écoute, qu'est-ce que je te dis? Puis, tu sais, t'as beau leur parler de DCA, puis là, tu leur dis DCA, ils sont comme, ça veut dire quoi, dollar cost averaging? Ils ne savent pas en partant, tu sais. Tu leur parles de lump sum investing, ils ne savent pas non plus. Mais ils savent que c'est pas fini, puis ils savent exactement quand est-ce que ça va remonter. Moi, je le sais, mais je le sais. Et C'est ce qui comme arrive, ça. c'est que la descente, souvent, là, à quel point elle est abrupte aussi. La remontée là, va se faire quand même plus vite qu'on le pense parce que là, Ah oui. les gens attendent. Puis dès qu'on va voir un peu le marché remonter en hausse, tous les investisseurs vont recommencer à rentrer genre, de façon super impatiente parce que genre, tous les hedge funds, là, veulent pas, ils accumulent de l'argent aussi, puis ils vont réinvestir pour rattraper leurs pertes genre, Ah des bah années oui. antérieures. Là. Fait que dès qu'ils voient un signal, là, boum, ça repart en hausse. Puis Bull ils market. empruntent pour investir en plus, là. Ouais, Il y en a exact. plein, là, les gros hedge funds, ils empruntent pour investir. Toi, Anne-Marie, est-ce que tu penses aller chercher de l'effet de levier pour investir en bourse aussi? Ou... Non, puis non plus mon immeuble, on y a pensé parce qu'on avait mis 20 mais on s'est dit si notre retraite, on veut la prendre tôt, on aimerait ça qu'il soit payé d'ici là. OK. Sim, toi, est-ce que tu es déjà allé chercher de la dette pour Oui, augmenter ton portfolio? Hein? T'en ouais, penses quoi? moi, je l'ai fait tout au début. Puis, tu sais, je faisais du day trading et du swing trading avec ça. Donc, tu vois, j'avais. Tu sais, moi, j'ai commencé avec très peu, hein. J'ai commencé avec 3000, je pense, quand j'ai commencé à faire du day trading. Puis, ça en prend pas plus que ça. Tu sais, à Là, 3000, t'es t'es rendu comme. avec 1 million, genre? Ben, je suis monté de 3000 à 50 000, juste en Sérieux? day trading. Ouais, grâce à l'effet de levier. Tu sais, j'ai vraiment réussi à faire ça. Mais, Mais mais de 50 après, 000 avec la dette ou genre net, non, net? net à la fin. Mais c'est sûr que Oui. tu sais, ça va en plusieurs années, hein, j'ai pas fait ça en une fois, là. Ouais. Par contre, tu sais, je l'avais dit, j'avais fait ma grande gueule, Esti, sur le podcast. Désolé, j'ai dit Esti. J'avais fait ma grande gueule, j'avais dit qu'à la prochaine correction, je refinançais ma maison, je prenais genre un 400 000 puis je le réinvestissais en Ouais. bourse. Je ne l'ai pas fait. Ah! J'ai parlé, Menteur! ouais, j'ai parlé à travers mon chapeau. Ouais, je sais pas, non, je suis comme, je la joue. Moi, je suis quelqu'un de très safe dans la vie, très conservateur, pas en politique, mais dans la vie, là, tu sais, je me dis, tu sais, je suis bien comme ça. Peut-être à un moment donné, mais pas là. Si tu Donc, voilà. avais 25 ans, est-ce que tu le ferais? Si j'avais 25 ans, c'est même pas en rapport avec l'âge parce que tu sais, j'ai 34 là, tu sais, je veux dire, c'est juste que je vais pas. Puis, tu sais, mon ami, tu sais, je parle souvent de lui, Jérémy, il me dit souvent, tu devrais le faire ça, tu devrais remprunter, faire ça. Tu sais, lui, il utilise beaucoup de l'effet de levier, il y a une marge hypothécaire. Puis moi, je suis pas là. Ouais. Ben, c'est compréhensible aussi, là, veut pas. Oui, c'est intéressant d'aller chercher un effet de levier, mais de la dette reste de la dette. Tu sais, ça revient un peu au phénomène de qu'est-ce qui te fait bien dormir le soir. Si d'avoir aucune dette, quitte à avoir moins de rendement, mais te fait en sorte que tu as moins de pression sur les épaules, Mhm. genre, go for it, fais ce C'est qui te ça. rend à l'aise. Là. Tout à C'est fait. ça. Je pense que j'en dormirais pas. Je pense que j'aurais une trop grosse pression. Hmm. Même chose pour toi, Anne-Marie, ouais. Oui, tout à fait. Parce que je comprends le principe que si tu t'endettes pour aller chercher une plus grande valeur, c'est optimal. Mais moi aussi, j'aime mieux avoir pas de dette, puis vivre, Mais c'est avoir ça, la parce tête que sur ses épaules. Ouais. si on fait le calcul rapidement, admettons, tu vas chercher un prêt hypothécaire à 3 d'intérêt, mettons, là, hypothétiquement Mm-hmm. parlant, puis tu vas chercher un rendement en bourse en moyenne de genre 10 par année. Mais là, ce 10 %-là, ça, c'est pas en fonction. L'inflation n'est pas calculée là-dedans. En réalité, le marché boursier de ces 100 dernières années-là, incluant genre l'inflation, qui est normalement de genre 2 par année. Ça fait environ 7 à 8 de gains genre, que tu peux faire si tu investis comme dans VFV ou le Nasdaq ou peu importe.
puis tu enlèves l'intérêt de ton prêt, fait que de genre 3 fait que c'est juste Ouais. un 4 tu sais. Fait que à moins que tu aies des centaines de milliers de dollars, ça va faire des sommes considérables, oui. Mais j'ai l'impression que tu sais, pour aller chercher une dette de genre 10, 20, 30, 40 000 dollars, pour un maigre 4 de rendement par année, j'ai l'impression que tu sais, des fois, toute la pression que ça peut mettre sur les gens, je suis comme, hey, t'es pas Mais obligé de faire ça. c'est justement là que je te contredis vite, vite, là, si je peux me permettre. Mettons, tes parents sont pleins aux as, Ouais. t'as un travail là, que tu sais, mettons, t'es médecin, avocat, tu sais que tu vas faire du cash dans la vie. Oui, let's go. Moi, personnellement, on dirait que j'ai toujours eu cette crainte-là, justement, le fait de me dire, ah, est-ce que mes coups de chance sont terminés? Tu sais, je dis coups de chance, mais tu sais, des fois, on a tous un peu, je pense, là, qu'on a tous des fois une introspection en disant, ah, Chris, ça va bien là, mais c'est parce que mes étoiles sont alignées, mais et si jamais il m'arrive une bad luck? Et j'ai Ouais. toujours ça en arrière de la tête en me disant, si je perds mon boulot, si je perds ceci, si quelqu'un tombe malade puis que je dois prendre soin de ma mère ou quoi, ben c'est là que je suis moins friand de le faire. Après, si j'étais médecin, je faisais 1 demi-million par année, ouais, ok, je le ferais, mais sinon, Ouais. c'est là que je suis, c'est vraiment là que je suis. Non, je comprends. Puis c'est intéressant parce que quand tu as, un revenu qui est assuré, oui, c'est intéressant, mais ça reste que il y a toujours un risque. Puis quand tu débutes en investissement, j'ai l'impression, personnellement parlant, qu'on prend beaucoup de risques qui est un peu non calculé au départ. Souvent, on va investir dans des actions individuelles, puis on va se dire, ah, je suis prêt à tout risquer, je n'ai pas peur de perdre cet argent-là. Mais ça reste qu'au fil du temps, quand la sagesse s'installe un peu, puis les années genre, se multiplient en tant qu'investisseur, tu te rends compte que le calcul que tu fais sans savoir, c'est quoi mon potentiel, c'est quoi mon rendement versus la perte potentielle. Fait que si c'est pas genre du 2 pour 1 ou du 3 pour 1, mais pourquoi je ferais le trade? C'est comme faire du swing trading avec ta vie, là, littéralement. J'ai un potentiel 10 de perte, mais j'ai un potentiel 30 de gain. Let's go, ça fait du sens. Mais non, je trouve ça Puis intéressant, la dette. c'est pareil, tu sais, on parle de dette, mais on parle de temps aussi. Tu sais, le temps, on dit le temps, c'est de l'argent, mais moi, personnellement, puis toi aussi, Hubert, puis probablement Anne-Marie, on pourrait tous faire plus d'argent. Je pense qu'on a tous les trois un cerveau, on est tous les trois des travailleurs, on pourrait faire plus d'argent. Mais à un moment donné, moi, je pourrais faire plus d'argent à la job, mais je passerais moins de temps avec ma fille. Hmm. Je ferais pas de temps pour m'entraîner. Mais je pourrais, tu sais, le rôle de VP qui me propose, c'est ça. Oui, je pourrais être vice-président, mais ce serait du 7 heures le matin, probablement 6-7 heures le soir, 7 jours sur 7. Alors oui, je ferais un beaucoup plus gros salaire, mais je pourrais plus m'entraîner. Je pourrais probablement plus être avec Liberté 45. Tu sais, j'aurais beaucoup moins de temps pour Liberté 45. J'aurais pas de temps pour le gym. Donc, est-ce que c'est ça que je veux? Non. Ouais. Non, c'est ça. Je trouve ça intéressant. Puis ça revient un peu à la théorie de l'indépendance financière. Pour toi, ça veut dire quoi, right? Liberté 45? 45, c'est un chiffre qui est absurde là, dans le sens que l'important, c'est vraiment plus l'indépendance financière, peu importe l'âge que tu y mets. Là, C'est ça, bah oui. je trouve ça cool. Anne-Marie, merci infiniment d'être venue sur le podcast. Moi, ici, on n'était pas trop certains. C'est qui Anne-Marie? Est-ce que genre, elle est autonome financièrement ou pas? Oui. Mais c'est une belle surprise pour eux. Merci de nous avoir partagé un petit peu ton parcours. Je pense que ça va aider les gens, honnêtement, juste d'avoir une discussion de gens qui ne sont pas nécessairement allés sur Mars ou genre que c'est pas comme Ouais. du monde qui ont des Lambos, genre. Je sais pas, je trouve ça le fun de voir que hey, peu importe ce que tu fais, c'est possible de devenir autonome financièrement en comprenant genre l'investissement et l'épargne. En tout cas, je Puis trouve que tu es une belle représentation de ça. tu risques de te faire lancer des roches en disant que tu mets 30 000 par année, là, parce que c'est pas possible de mettre de l'argent de côté en ce moment. Donc, Sim, il n'y en est pas revenu parce que souvent, on se faisait attaquer genre, ah, c'est impossible d'épargner 400 par mois. Mais Anne-Marie, c'en est la preuve vivante que c'est bah oui, possible. Ça dépend combien tu dépenses. c'est ça. Exact, exactement. Bon, ben merci tout le monde. Si vous avez des questions sur liberté45.com, il y a un petit chat sur Messenger, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis si vous voulez savoir là, pour le bootcamp, moi et Simon, on travaille sur une nouvelle cohorte, la 5e, qui va ouvrir ses inscriptions à partir du mois de juillet. Je vais mettre les liens en description de l'épisode. Fait que vous allez pouvoir aller jeter un coup d'œil si vous voulez apprendre à investir durant cette grande chute, cette grande récession du Ouais. 21e siècle. C'est maintenant ou jamais. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Ciao.